Il me semble assez illusoire de s'imaginer qu'un jour, partout à travers la francophonie, on puisse parler de la même façon. Ça serait tout à fait illogique et ce ne serait pas tout à fait naturel. Les Sentinelles, des voix d'ailleurs pour un monde en commun. Bienvenue dans le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement sur les grands défis d'un monde durable. Le français dans tous ses états. Y a-t-il une seule langue française, ou plutôt une mosaïque de langues bien vivantes? Du créole au québécois, la langue se métisse, évolue, s'enrichit. Mais elle est de plus en plus contestée dans l'espace francophone comme instrument politique. Comment faire pour que le français reste une langue vivante, un outil d'échange et non de domination? Qu'est-ce que la francophonie aujourd'hui et à quoi pourrait-elle ressembler demain? Dans ce deuxième épisode de notre série « Le français, une langue dans tous ses états », nous nous intéressons au français tel qu'il est parlé au Québec. Virginie Lepetit. Wim Remison est professeur à l'université de Sherbrooke. Il dirige le centre de recherche interuniversitaire sur le français en usage au Québec. Son objet d'étude, le français, une langue vivante et autonome. Aujourd'hui, le Québec compte à peu près 9 millions d'habitants. Les derniers chiffres ou les plus récents chiffres qui traitent de la question linguistique, ce sont des chiffres qui remontent à 2021. Et en 2021, le Québec comptait alors à peu près 8,4 millions d'habitants. Il y avait à peu près 75% des Québécois qui avaient le français comme langue maternelle. Par ailleurs, il y a aussi une population de langue anglaise. Donc, dans les chiffres de 2021, on parle d'à peu près 7,5% de Québécois de langue maternelle anglaise. Et on a un groupe de Québécois qui ont ni l'anglais ni le français comme langue maternelle. Donc, c'est un groupe qu'on appelle souvent dans le contexte québécois les allophones. Là, on parle d'à peu près 13,5%. Un des principaux traits de la politique linguistique au Québec, c'est de s'assurer que le français soit la langue commune publique, donc la langue partagée, utilisée dans l'espace public par tous les Québécois, peu importe leur langue maternelle. On a un organisme qui s'appelle l'Office québécois de la langue française qui mène un certain nombre de recherches sur cette question-là. Et par exemple, en 2022, l'OQLF a réalisé une enquête sur l'utilisation du français dans l'espace public. Donc, par exemple, quand on se rend dans un commerce, quand on va dans un restaurant ou quand on s'adresse à la fonction publique. Et selon ce sondage qui a été réalisé auprès de 7 000, 8 000 personnes à peu près, il y a 8 Québécois sur 10 qui disent utiliser le français principalement dans l'espace public. Quand on regarde, par exemple, dans le contexte montréalais, ce chiffre est un peu plus bas. On parle de 6 personnes sur 10. Donc, encore une fois, on voit que le contexte sociolinguistique montréalais, il est différent à bien des égards de la dynamique sociolinguistique qu'on trouve partout ailleurs au Québec. Quand on regarde l'évolution de la présence du français à l'échelle canadienne, cette fois-ci, là, on voit qu'il y a clairement une diminution avec le temps. Aujourd'hui, en fait, si on prend l'entièreté de la population canadienne, il y a environ 20% de la population qui est francophone, donc de langue maternelle française. Si on recule dans le temps et qu'on regarde les chiffres au début du 20e siècle, ce pourcentage-là était de 30%. Donc, c'est certain qu'à l'échelle canadienne, le nombre de francophones diminue. Et c'est une diminution assez constante qu'on observe depuis plusieurs décennies maintenant. Contrairement à l'Europe, où le plurilinguisme est très présent et où l'Union européenne protège les différentes langues parlées sur le continent, le français outre-Atlantique est un îlot francophone dans un puissant océan anglophone. Comment faire en sorte qu'il vive et qu'il prospère ? Il y a un concept qui est utilisé par certains chercheurs en sciences humaines et en sciences sociales que j'aime beaucoup pour parler de la situation du Québec, et c'est le concept de majorité fragile. C'est-à-dire que le Québec est une société majoritairement francophone. Donc on peut vivre en français au Québec, on peut travailler en français au Québec, on peut utiliser le français dans toutes les sphères de la vie. Puis en même temps, tout en étant une société majoritairement francophone, il y a certaines pressions qui s'exercent sur le français et qui fragilisent peut-être le fait français dans le contexte québécois. Il n'y a pas seulement la question démographique, parce que
Il ne faut pas oublier que dans le contexte canadien, le français n'a pas toujours toute la visibilité qui lui revient et la pression de l'anglais, évidemment, est très forte parce que, à cause du pouvoir d'attraction de cette langue, pendant longtemps, le pouvoir d'attraction de l'anglais au Canada, ça s'expliquait essentiellement parce que c'était la langue du pouvoir ou la principale langue du travail. Même dans le contexte québécois, pendant longtemps, l'anglais a eu ce pouvoir d'attraction-là. Évidemment, depuis les années 90, on rajoute aussi à ça toute la question de l'anglais comme langue internationale, comme langue de la mondialisation. Bien sûr, il y a des lois qui sont en place au Québec qui essaient d'encadrer tout ça, qui essaient d'assurer la survie de la langue et d'assurer aussi que le français demeure une langue attractive, notamment aux yeux des nouveaux arrivants qui viennent s'installer au Québec. Donc, il y a cette dimension-là qui aide beaucoup le français. Pour moi, c'est assez évident que le français au Québec, c'est un élément identitaire très important. Le Québec se considère comme une société distincte. Ça se traduit par plusieurs manières différentes, mais évidemment, la langue joue un rôle assez important là-dedans. La culture joue un rôle très important là-dedans aussi. Donc, oui, je pense qu'on peut dire, évidemment, effectivement, que du point de vue identitaire, le français, c'est pas seulement un objet de fierté pour les Québécois, mais c'est aussi un objet de revendication ou d'implication sociale. Pour Wim Rémissen, le français que l'on parle outre-Atlantique est désormais une langue émancipée. La preuve, tandis que la plupart des autres espaces de la francophonie ont des dictionnaires différenciés de belgicisme, d'helvétisme ou de particularisme propres à certains pays d'Afrique, le Québec est la seule société francophone à disposer d'un dictionnaire général du français tel qu'il est en usage là-bas. En documentant une langue à part entière et non une déclinaison du français de France, le Québec fait figure de précurseur. Alors pourquoi le Québec a-t-il joué un rôle dans l'émancipation du français? En fait, il faut peut-être savoir d'abord et avant tout que le français québécois et notamment le lexique du français québécois, c'est sans doute le lexique qui a été le plus étudié dans la francophonie. Et il y a une évolution aussi dans l'orientation des travaux qui ont été consacrés à ce sujet. Puis je dirais cette évolution fait preuve d'une autonomie linguistique grandissante quand on regarde les tout premiers ouvrages qui portaient sur le vocabulaire québécois et qui sont apparus dans la deuxième moitié du 19e siècle environ. C'était surtout des ouvrages correctifs. Donc le but de ces ouvrages-là, c'était, somme toute, de rapprocher en grande partie la langue ou l'usage des Québécois de l'usage tel que décrit dans les dictionnaires faits en France. Donc, on avait vraiment une perspective plus corrective, plus puriste de la langue. Et puis, vers la fin du 19e siècle, il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont apparus, qui ont commencé à faire preuve de plus d'ouverture aux spécificités linguistiques. Donc, il y a des gens qui commencent à dire, il est quand même tout à fait normal qu'on ne parle pas chez nous exactement de la même façon qu'on parle en France. Et donc, ça marque le début de la publication de toute une série de recueils de particularisme, donc des recueils de québécisme, si on veut. Et puis, progressivement, est apparue aussi l'idée que si on veut vraiment bien décrire le français tel qu'il est utilisé au Québec, on ne peut pas se contenter de seulement décrire les québécismes, donc les usages qui ne sont pas utilisés dans d'autres pays de la francophonie. Et donc, les lexicographes du Québec ont commencé à produire des dictionnaires qui ne sont pas seulement des dictionnaires différentiels, donc des dictionnaires dans lesquels on trouve des particularismes, mais qui sont vraiment des dictionnaires globaux ou généraux. Donc, un peu comme le dictionnaire Larousse ou le dictionnaire de la Maison Robert qu'on trouve en France. Ça témoigne d'un certain affranchissement, si on veut, de la norme du français qui est mise de l'avant dans les ouvrages de référence qui sont publiés à Paris. Pendant très longtemps, on a considéré le français québécois comme un ensemble de particularismes, donc c'est ce qu'on appelle généralement les québécismes. Et puis, de plus en plus, on présente le français du Québec comme une variété à part entière. Ça veut dire qu'on accepte l'idée que toutes les ressources du français qui sont utilisées par les Québécois font partie de la variété québécoise. Ça montre aussi qu'en tant que Québécois, on est des locuteurs à part entière du français. On n'est pas seulement tributaire de l'évolution de la langue telle qu'on l'observe en France ou en Europe plus largement, mais le français tel qu'on l'utilise au Québec,
il nous appartient et donc il est tout à fait normal aussi que cette langue-là, elle évolue en fonction de normes sociales ou de conventions sociales qui sont pas toujours les mêmes d'une époque à l'autre. Hein. On pourrait dire en quelque sorte que le français du Québec, c'est une langue transplantée. Elle a pris racine chez nous. Quand on regarde le discours sur la langue dans les pays anglophones, par exemple, tout le monde serait tout à fait d'accord pour dire que les Américains et les Britanniques ne parlent pas de la même façon. Dans le contexte francophone, pendant longtemps, on n'a pas du tout accepté cette idée-là et on partait plutôt du principe qu'il fallait que le français soit normé à un seul endroit et qu'il n'y avait qu'une seule norme pour l'ensemble des francophones. Je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est une façon aussi de s'affranchir d'une perspective qui est parfois un peu caricaturale ou folklorique des Français qui sont parlés à l'extérieur de la France ou peut-être dans certains cas même à l'extérieur de Paris, on pourrait dire. C'est évident que pour des francophones qui ne viennent pas du Québec, il y a certains mots, certaines expressions, certaines prononciations aussi qui peuvent faire sourire ou qui nous font réagir. Mais une fois qu'on a dit que les Québécois utilisent parfois fret pour dire froid, on n'a pas tout dit parce qu'on utilise aussi au Québec le mot froid. Et puis, dans la description de notre français, c'est bien important de garder en tête que toutes ces ressources-là sont utilisées au Québec. Donc, le fait même de publier ce type d'ouvrage-là, ça permet de se prémunir aussi contre une vision trop folklorisante du français. Et ça, je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête, pas seulement pour le Québec, mais de façon générale pour le français tel qu'il est utilisé partout à travers la francophonie. Malgré cette émancipation, il reste la tentation d'un français normatif qui se manifeste dans le vocabulaire, mais aussi à travers le jugement que l'on porte sur les accents, et donc sur l'autre. La petite musique québécoise, ou belge, ou suisse, suscite l'amusement et parfois la condescendance chez les cousins de l'Hexagone. Une attitude dont on se passerait bien. Évidemment, c'est une surprise pour personne. Là. On repère facilement les Québécois à leur accent, c'est évident. J'ajouterais, de la même façon que nous repérons facilement au Québec les Français en raison de leur façon de parler, en raison de leur façon de prononcer. Pourquoi? Parce que la question de l'accent, évidemment, ça renvoie toujours à l'altérité. Quand on évoque l'accent d'une personne, on fait en quelque sorte le constat que cette personne-là vient d'ailleurs, que cette personne-là appartient à un autre groupe que le nôtre, en fin de compte. Mais on est toujours l'autre de quelqu'un. Donc, de ce point de vue-là, tout le monde a un accent. Je pense qu'on n'y échappe pas. Dans l'imaginaire linguistique de bien des francophones, il y a des francophones qui n'ont pas d'accent et il y en a d'autres qui en ont. Alors que, mon point de vue, c'est tout à fait faux. Pour illustrer la notion de l'accent, c'est une citation que j'aime beaucoup, qui vient d'une chanson de Plume Latraverse, qui est un artiste québécois, qui dit « L'accent, c'est pas dans la gorge des uns, c'est dans l'oreille des autres ». Donc, c'est toujours finalement l'effet d'altérité que ça peut provoquer qui permet de comprendre pourquoi il y a certains jugements qu'on porte sur la notion de l'accent. Donc, et on le sait, je pense, dans la francophonie, les accents évoquent souvent des réactions assez stéréotypées. Ça peut renforcer aussi chez certaines personnes la conscience du caractère particulier ou singulier de leur variété de français. Et en soi, je pense que ce qui peut être un peu dommageable dans les discours, c'est quand ces stéréotypes-là donnent lieu à des jugements de valeur qui sont très négatifs. Par exemple, quand quelqu'un va jusqu'à dire que ce n'est plus du français ou que ce n'est pas du français. Parfois aussi des jugements de valeur qui sont peut-être teintés d'un certain paternalisme. Par exemple, quand on se fait dire « c'est tout à fait mignon, votre accent », en même temps, on a l'impression de se faire dire aussi que notre accent n'est pas considéré comme tout à fait sérieux ou qu'on n'est pas pris au sérieux. À l'échelle de la francophonie, il y a quand même encore, je pense, un certain nombre de préjugés qui sont associés malheureusement à certains types d'accents. Au fond, qu'est-ce qui nous permet de comprendre quelqu'un qui s'exprime dans une autre variété de français? C'est le fait d'être en contact avec des personnes qui s'expriment naturellement dans ces variétés-là ou de pouvoir entendre cette variété-là. Donc, de mon point de vue, de ce que j'observe par rapport aux médias français, c'est que
il y a quand même encore une volonté de gommer certains accents. Et là, quand je parle de gommer des accents, je pense à des accents régionaux qui existent en France, alors qu'on souhaiterait peut-être dans les médias entendre tout simplement davantage d'accents pour qu'on puisse se familiariser avec toute la diversité du français parlé à travers la francophonie. Et peut-être que les médias ont une certaine responsabilité à jouer aussi en ce sens-là. Plus on va entendre des accents dans les reportages, nouvelles, médias, etc., plus on va tout simplement les considérer comme étant tout à fait naturels et plus on va aussi peut-être être intéressé à aller vers l'autre et à mieux comprendre la réalité des autres communautés francophones. Donc, je fais un appel aux médias français de réfléchir à cette question-là. Il me semble qu'elle n'est pas anodine. On ne peut pas passer sous silence la diversité des accents qui existent à travers la francophonie, parce que ça reviendrait à passer sous silence des groupes entiers, des communautés entières. Je pense qu'on a tort de faire ça. Vous venez d'écouter Les Sentinelles, le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement. Réalisation, Antoine Dabrowski. Musique, Nikki de Waracles, tiré de son album Orchestra. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires sur votre plateforme préférée.